Bonjour, Tal Brutman, merci beaucoup d'être venu à One Screen à Châlons-en-Champagne pour rencontrer le public après la projection du film de Jonathan Glazer, The Zone of Interest, la zone d'intérêt. Alors, une première question extrêmement simple, vous venez de découvrir le film, vous êtes un historien spécialisé sur la Shoah et en particulier vous connaissez extrêmement bien le complexe concentrationnaire d'Auschwitz. Quelle a été un peu votre première sensation, vos réactions lorsque vous avez découvert le film ce matin? J'en ai pas vraiment eu, au sens de quand je regarde un film sur le sujet, je suis pas dans la réaction, j'essaie de comprendre à quoi je suis confronté et essayer d'avoir un avis, mais je suis quelqu'un d'assez lent, donc pour avoir un avis, il va me falloir du temps. Donc ma réaction, c'est intéressant, voilà. Mais au-delà, il n'y a pas de c'est génial ou c'est à chier, c'est juste, c'est intéressant. Je préfère que ce soit assez intéressant parce que justement l'idée ici, c'est de ne pas être dans j'aime pas, qui est un peu une réaction que moi j'ai toujours tendance à trouver un peu infructueuse. Dans c'est intéressant, quelles sont les pistes, parce que c'est un film assez, me semble-t-il, qui pose un certain nombre de questions. Quelles sont les pistes qui, pour l'instant, vous intéressent le plus par rapport à ce que vous venez de voir et sur lesquelles vous aimeriez réfléchir un peu plus avant? Je suis pas sûr que j'ai envie de réfléchir sur... Mais j'ai trouvé très intéressant toute la partie fictionnelle, en fait, de voir une famille de fêlés du casque qui sont des nazis qui vivent à Auschwitz, la famille Heuss, la manière dont ils sont décrits, dont cette description est très largement fictionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne repose pas sur des éléments réels au-delà de la réalité des personnages. Je trouvais que ça, c'était très intéressant, c'était ultra malsain, et c'est filmé de façon malsaine, volontairement évidemment. Les relations sont malsaines, tout ça, j'ai trouvé ça très intéressant en tant que choix de mise en scène. Et en même temps, toute la partie qui est historique, qui est ancrée dans l'histoire à proprement parler, puisque ça renvoie à des éléments qui sont concrets, elle aussi, elle est intéressante. Et je ne parle pas tant en termes de reconstitution qu'en termes de choisir de montrer Auschwitz sans jamais le montrer. Et la démarche est très intéressante. On se trouve quasiment dans un huis clos en permanence, dans la maison, dans le jardin de la maison pour l'essentiel de Heuss et de sa famille. Et pourtant, le camp est partout autour et même dedans pour des raisons qu'il vaut mieux pas dévoiler ici pour laisser aux gens le soin de découvrir toute la joie qui inonde cette maison de bonheur. Mais tout ça fait que il y a plusieurs dimensions très intéressantes, à la fois la fiction à 100%, c'est-à-dire la partie totalement fictive, imaginée, et la partie qui se veut ancrée dans le réel historique. Ça donne un mélange qui est assez intéressant et à propos duquel je n'émettrai qu'un avis au moment où mon cerveau aura fini par être d'accord avec moi-même. Vous connaissez également extrêmement bien toute la filmographie non seulement sur Auschwitz, mais aussi sur la Shoah et les problématiques qu'il y a autour. Et quand on dit ça, c'est pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Est-ce que vous trouvez que ce film, avec son parti pris dont vous avez un petit peu parlé, sans en dévoiler évidemment le détail, apporte quelque chose d'original, on va dire, dans la réflexion et dans ce que le cinéma peut avoir à nous apporter, en particulier sur ce sujet qui est quand même assez complexe pour de nombreuses raisons aussi, qui pose des questions de représentation de façon très aiguë? En fait, le film est très original. Donc, il n'y a pas d'équivalent. À ma connaissance, je n'ai pas souvenir qu'un film ou même qu'un épisode de série ait choisi de traiter la question sous cet angle-là, de cette manière-là. Et quand je dis sous cet angle ou cette manière-là, c'est vraiment dans un sens très large. Je n'ai pas en tête d'autres équivalents. Et en cela, le film apporte une forme de nouveauté. Après, il y a une énorme production, contrairement à ce qu'on pense souvent avec des débats qui sont franco-français, basés sur souvent une absence de connaissance de ce qui se fait à l'international depuis quasiment 1945. Il y a eu des centaines de films qui ont traité d'Auschwitz. Je ne parle même pas de la Shoah, mais d'Auschwitz. Et donc les représentations
elles ont été très nombreuses, elles demeurent très nombreuses. Il y a souvent en France des réactions qui sont fondées sur des choses qui sont totalement franchouillardes, même si elles se veulent intellectualisées par les gens qui les professent ou les profèrent. Et du coup, quand on sait ce qui se passe à l'international et qu'on voit les critiques qui peuvent être apportées en France sur les films qui traitent d'Auschwitz ou de la Shoah, il y a toujours une sorte de dissonance autour de par exemple, la question de la représentation de la chambre à gaz, qui est un sempiternel débat en France. Ça a été représenté dès la fin des années 40 dans des films ou même dans séries américaines diffusées sur des chaînes de grande audience aux États-Unis dès le début des années 80, avec une série par exemple où il y a Robert Mitchum. On voit des chambres à gaz. Ces reconstitutions, elles ont existé. Voilà. En France, pourtant, on est toujours arc-bouté sur ces questions-là en méconnaissant ce qui a été fait ailleurs. Et c'est là où, justement, il y a quelque chose qui est biaisé. C'est qu'on va avoir une floraison dans la presse de débats ou de critiques, de professionnels de la critique, comme disait l'autre, qui vont reproduire ad vitam un truc qui tourne en rond en France depuis quasiment un demi-siècle. C'est Capot, le travelling de Capot, les camps, a-t-on le droit de représenter, de ne pas représenter, alors que les questions, elles ne sont pas là, elles ne sont plus là, elles ont quasiment jamais été là, même s'il y a des vrais débats posés par des vrais professionnels, par exemple avec Claude Lanzmann qui avait posé des choses très fortes, qui ont souvent été caricaturées. On lui a fait dire des choses qu'il n'a pas dites et qui sont devenues depuis des mantras, alors qu'il y a des questions qui méritent d'être posées. Qu'est-ce qui peut être montré ou comment ça peut être montré? Qu'est-ce qui peut être montré? Je pense qu'on peut tout montrer. Encore faut-il savoir comment on le montre. Et c'est là où il y a des enjeux. Et justement, ce film a choisi de montrer sans montrer. C'est là où c'est intéressant. Et si j'ai cité Lanzmann, c'est pas par hasard. Parce que ça renvoie aussi à des réflexions qu'avait Claude Lanzmann, notamment à la fin des années 80, début 90, quand Shoah est diffusé, non pas tant au cinéma, mais à la télé la première fois. Il y a des prises de position très intéressantes où il explique justement ce problème de montrer quelque chose qui n'a pas été fixé sur l'image a priori. Il faut souligner le a priori, parce que c'est de là où découle tout un ensemble de malentendus sur ce qu'il a dit. Et ce film-là, en fait, vient faire écho d'une certaine façon, j'insiste, mais ça vient dans ces réflexions-là. Je ne parle pas de débat ou de critique ou de cris d'orfraie, mais dans les réflexions qui n'ont pas débuté avec Lanzmann, c'était même avant sur la représentation de la Shoah, peut-on écrire après Auschwitz, etc. Là, on a quelque chose qui vient réfléchir différemment, qui vient montrer en faisant des choix, je ne vais pas en dire plus, en faisant des choix très assumés, très particuliers, qui sont par ailleurs, et pareil, vu qu'il ne faut pas déflorer, je ne peux pas dire quoi, mais qui sont des points que les historiens ont commencé à aborder il y a une dizaine d'années, par exemple. Et on trouve des exemples, et pas sur Auschwitz, dans Shoah. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on va dire que c'est relativement nouveau en termes d'apport sur certains aspects très particuliers. Et je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup, Talbot Mann. Merci à vous.